Lot number 8 now, the Andy Warhol Red Jackie. And what, 160,000, 170,000, 180, way back. 23 avril 1996. Une vente aux enchères très attendue chez Sotheby's, à New York. 5000 objets ayant appartenu à celle que les Américains ont rangée parmi les grandes figures de leur histoire. Une femme devenue un mythe. Jackie Kennedy Onassis. This is your last chance for a part of the mystique. And I know that's what you've been saving up for right over here, right? 4 millions de dollars. Telle était l'estimation de la valeur globale de cette vente. 4 jours plus tard, après le dernier coup de marteau du commissaire-priseur, le total des recettes atteindra 35 millions de dollars. Le temps n'a pas effacé la légende de Jackie Kennedy. Malgré les turbulences de l'histoire, de son histoire, elle est restée une grande dame, la seule vraie princesse qu'ait jamais eue l'Amérique. Son destin singulier a fait d'elle une icône vivante. Unanimement, le monde a salué sa force de caractère, sa dignité, son extraordinaire distinction. Elle a su toute sa vie conserver ce style, cette image olympienne et énigmatique. « 31 mai 1961. Le président John Kennedy et son épouse arrivent à Paris en voyage officiel. Cette visite a pour but d'améliorer le dialogue entre De Gaulle et Kennedy. Mais c'est la First Lady qui va tenir la vedette. Les Parisiens n'ont Dieu que pour elle. Grande réception à Versailles. Tout le monde est subjugué par le charisme et l'élégance de Jackie. Le général de Gaulle lui-même est conquis par sa culture et sa connaissance de la littérature française. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de John Kennedy, on n'avait vu à la Maison-Blanche que des First Ladies grassouillettes, mal fagotées et un peu défraîchies. Jackie Kennedy était la première épouse de président belle, jeune et élégante. Et pour les Européens, le fait qu'elle ne porte ni robe à fleurs en nylon ni lunettes ridicules signifiait que l'Amérique était peut-être plus raffinée qu'on n'imaginait. Son physique rayonnant avait quelque chose de rassurant. C'était elle, la vraie star. Les échanges entre le président Kennedy et de Gaulle passaient au second plan, aux yeux des Français. Et je pense sincèrement que ceci n'est pas étranger au fait qu'une nouvelle amitié est née à ce moment-là entre la France et les États-Unis. De même qu'elle brille par son charme et sa personnalité, de même Jackie voudra dépoussiérer et faire briller la Maison-Blanche, symbole de la présidence. En 1962, elle organise pour la télévision une visite guidée du palais présidentiel. L'émission sera regardée par 80 millions de téléspectateurs. L'Amérique est vraiment peuplée de ploucs. Et ce que Jackie a fait de plus remarquable, c'est d'essayer de changer cela en donnant l'exemple. Je suis sûr que Jackie tiendra une place de plus en plus importante dans l'histoire, car c'est une des grandes dames de ce siècle. C'est une Cléopâtre du monde moderne. Naturelle, élégance, tout le monde en convient, cette femme a beaucoup de classe. C'est une des clés de son succès. La classe, ça vient de l'intérieur, tandis que l'élégance est extérieure. Et chez les personnes qui ont du charisme, comme Jackie Kennedy, la classe et l'élégance vont de pair. Toute sa vie, Jackie réinventera son style. Son allure variera au gré des circonstances, mais elle aura toujours cette distinction qui lui vient de ses origines et de son enfance. Elle est née par un après-midi torride de 1929, à l'hôpital de Southampton, à Rhode Island. Son physique méditerranéen et son caractère fougueux, elle les tient de son père, John Bouvier, dit Black Jack.
Il est agent de change, un flambeur et un séducteur, pour ne pas dire un incorrigible coureur de jupons. Janet Leigh, la mère de Jackie, est tout le contraire de son mari. Discrète, rigoureuse, soucieuse des apparences et très à cheval sur les principes et les règles du grand monde. C'est elle qui enseignera à Jackie les bonnes manières et la maîtrise de soi. Elle n'aimait pas beaucoup sa mère. En revanche, elle adorait son père. C'était presque une relation incestueuse. Pas au sens propre du terme, bien sûr. Mais quand on voyait Jacqueline avec son père, on aurait dit un couple d'amoureux. Alors que lorsqu'elle était avec sa mère, c'était une petite fille susceptible et capricieuse. Le véritable mentor de Jackie, c'est Grand-Père Jack, son grand-père paternel. C'est lui qui va l'initier à la littérature et aux arts. Il lui a fait découvrir la littérature, Shakespeare. Il lui a même fait lire l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain de Gibbon. Elle avait à peine 8 ans. Jackie séjourne souvent à La Sata, la maison de vacances de son grand-père. C'est une véritable vitrine du design européen. Pièces immenses, mobilier cossu, jardin à l'italienne. Les Bouvier y cultivent aussi les traditions de l'ancien monde. La cuisine y est exquise, les conversations d'un niveau élevé. À La Sata, Jackie apprend que l'on peut mener au quotidien une existence raffinée, où une large place est faite à la culture. Ce que lui a inculqué sa famille, c'est l'idée qu'on doit être cultivé, mais pas trop. Et que la culture se porte un peu comme une armure. Elle a appris à toujours montrer son meilleur profil. Grand-Père Jack se vantait d'être le rejeton d'une lignée d'aristocrates qui vivaient à la cour de Louis XIV. Il avait même édité une plaquette intitulée « Nos ancêtres ». Mais John Davis, le cousin de Jackie, écrira un livre démentant formellement ses origines nobles. Même si ses ancêtres étaient un pur fantasme de son grand-père, Jackie restera profondément imprégnée de ses idéaux aristocrates. Elle était convaincue d'être une aristocrate, de faire partie d'une élite. Ce qui ne veut pas dire qu'elle snobait les gens. Elle était gentille avec tout le monde, mais elle avait toujours un petit air supérieur. En effet, Jackie se conforme aux exigences de son rang sans jamais se départir de son allure altière. Mais il y a quelqu'un d'autre en elle. Elle est à la fois princesse et garçon manqué. Tout à fait ce qu'il faut pour assouvir sa passion pour les chevaux. J'ai un souvenir très précis de cette toute petite fille chevauchant un gigantesque étalon. Et avec une maîtrise absolument parfaite. Sa mère, qui est elle-même une excellente cavalière, a fait monter Jackie dès qu'elle a su marcher. À 5 ans, elle remportait déjà des concours hippiques. Elle a tout de suite été une remarquable cavalière. Nous, ses cousins et cousines, elle nous considérait comme des poules mouillées, incapables de faire du saut d'obstacle comme elle. En plus, elle passait des heures dans les écuries à bouchonner les chevaux pour être encore plus proche d'eux. Jackie s'adonnera à cette passion jusqu'à la fin de sa vie. Monter à cheval symbolise les 3 vertus qu'elle cultive le plus assidûment: la beauté, la liberté, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est d'ailleurs celle qui lui sera le plus utile dès l'enfance. Les époux Bouvier ont beau essayer de sauver les apparences, leur ménage va à volo. Black Jack est constamment à court d'argent et incapable de modérer ses désirs de conquête. En 1940, c'est le divorce. Et le premier traumatisme de la vie de Jackie. Elle y fait pourtant face avec un flegme étonnant. Si elle souffrait, c'était en silence. Elle ne se plaignait jamais. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vue pleurer.
Heureusement, Jackie va très bien s'entendre avec les enfants de Hugh Auchincloss, que sa mère épouse en secondes noces. Ce richissime banquier possède 2 propriétés, dont une résidence d'été à Newport, Hammersmith Farm, située dans un parc de 35 hectares, avec des jardins luxuriants et des intérieurs somptueux. Jackie s'y sent comme au paradis. Elle s'est choisi une chambre superbe, où elle passe des heures à lire, à écrire des poèmes et à dessiner. En 1944, Jackie a 15 ans, l'âge d'entrer dans une école pour jeunes filles de bonne famille. Le pensionnat de Miss Porter dans le Connecticut est loin d'être une prison austère, mais Jackie n'y retrouve pas le luxe dans lequel elle vivait depuis 2 ans, et elle doit s'habituer à la discipline. Pourtant, l'uniforme obligatoire n'étouffe ni son style ni sa personnalité. Non seulement elle était superbe, mais elle avait beaucoup de classe et elle était intelligente. Je dirais même qu'elle était nettement au-dessus du lot. Elle était espiègle, elle savait rire et amuser les autres. Elle faisait tout le temps des caricatures, des petits dessins. Elle était inventive et aussi très attentionnée. Si elle apprenait que l'une d'entre nous était déprimée ou malade, elle lui portait un bouquet de fleurs. Elle avait toujours des petites attentions comme ça. Et une fois à la Maison-Blanche, elle a continué. Elle quitte cette école en 1947 avec une mention d'excellence. Sur sa fiche, on peut lire « Trait de caractère le plus marquant », le sens de l'humour. Ambition, ne pas être une femme au foyer. À 20 ans, elle part faire des études à Paris. Elle s'inscrit en littérature française à la Sorbonne. Heureuse et insouciante, elle marche pendant des heures dans les rues de Paris, partage la vie des jeunes intellectuels étrangers, fréquente le Café de Flore et les Deux Magots dans l'espoir d'apercevoir des écrivains célèbres. Elle s'intéresse aussi aux beaux-arts et à la danse. Mais pas question de déroger à la dignité due à son rang. Elle habite chez une comtesse dans le 16e arrondissement et tous les samedis soirs, elle retrouve la jeunesse dorée américaine au bar du Ritz. Plus tard, Jackie écrira « Cette année passée à Paris fut la période la plus heureuse de ma vie. C'est là-bas que j'ai appris à ne pas avoir honte de ma soif d'apprendre, alors qu'ici j'essayais toujours de la cacher. Je suis rentrée heureuse de poursuivre mes études dans mon pays, mais avec un amour pour la France qui ne me quittera jamais. » Si elle suivait les conseils de sa mère, Jackie épouserait maintenant un homme riche et rentrerait dans le rang. Mais elle veut voler de ses propres ailes, gagner sa vie. Elle trouve une place de reporter photographe au Washington Times Herald, ce qui l'amène à rencontrer le jeune sénateur du Massachusetts, John Kennedy, et à brosser un portrait de lui dans sa rubrique. Celui-ci ne tarde pas à lui faire la cour, et il la présente bientôt au clan Kennedy. Elle fait évidemment sensation. The Kennedy family was one that since the 20s, la famille Kennedy, depuis les années 20, attachait énormément d'importance à une certaine forme de panache et de distinction. Pour Rose Kennedy, la mère de John, avoir du panache, c'est s'habiller chez les grands couturiers français. Joseph, son mari, est très soucieux lui aussi de l'image de la famille et il voit en Jacqueline Bouvier la femme parfaite pour son fils qu'il destine à une carrière politique. Elle est catholique, elle a de l'éducation. C'est une fille de bonne famille, ce qui rehaussera le statut social de John. John et Jackie forment un beau couple, un symbole de jeunesse et de vitalité qui devrait plaire au peuple américain. Le mariage est célébré le 12 septembre 1953 à Newport. C'est l'événement mondain de l'année. Et pour les Kennedy, l'occasion ou jamais d'asseoir la réputation du futur candidat à la présidence. Car John, poussé par son père, est enfin décidé à conquérir le pouvoir jusqu'à la magistrature suprême et à apporter à la famille Kennedy
le prestige dont elle rêve depuis fort longtemps. Ce dont personne ne se doute encore, c'est que Jackie Kennedy va offrir un nouveau programme à l'Amérique en imposant peu à peu une façon différente de penser la culture, la mode et l'histoire. « 1953 est une année faste pour l'Amérique. L'économie est florissante. Le pays se reconnaît dans son nouveau président, le bon papa Eisenhower, ancien commandant en chef des forces alliées en Europe. Mamie, son épouse, est une First Lady très populaire, qui se dit elle-même parfaitement satisfaite de sa réputation de bonne ménagère et très heureuse de la chance qui lui est donnée de suivre partout son mari. En apparence, Jackie est prête à se conformer à cette image. Une fois mariée au sénateur Kennedy, elle renonce à ses ambitions personnelles et fait passer la carrière de son mari avant tout le reste. De chroniqueuse, elle était sur le point de passer éditorialiste. Le Washington Times Herald commençait à lui demander d'écrire des articles de fond. Mais Jack Kennedy a exigé qu'elle y renonce. Il lui a dit « Jackie, il n'y a qu'un écrivain dans cette famille, et ce n'est pas toi. » Et elle a consenti à arrêter. Lorsque le jeune couple emménage dans cette maison de Washington, Jackie est décidée à être l'épouse parfaite. Mais à sa façon. D'accord pour se conformer aux valeurs américaines, mais avec quelques emprunts à la culture européenne. Le raffinement est son maître mot, et elle le décline aussi bien au quotidien que dans les somptueux dîners qu'elle organise pour John et ses amis politiques. Elle comprend aussi qu'elle représente un atout politique important pour son mari. Elle décide donc de le seconder dans ses campagnes électorales, aussi bien sur la forme que sur le fond. Spirits are high in Los Angeles. Highest of all, perhaps, among the supporters of the party's fair-haired boy, Senator John. En 1960, c'est la course à la Maison-Blanche. La campagne est menée tambour battant. John Kennedy est le candidat choisi par le Parti démocrate. Mais cet homme jeune, catholique de surcroît, a peu de chances de l'emporter face au républicain Nixon. Heureusement, il y a Jackie et son irrésistible sourire qui fascine les foules. En fait, serrer des milliers de mains et faire bonne figure devant les électeurs est pour elle une véritable corvée, mais elle joue le jeu. Je la revois comme si c'était hier. Elle semblait toute seule dans la foule, personne ne lui parlait et elle n'avait personne à qui parler. Elle avait l'air complètement perdue, mais elle gardait ce magnifique sourire tellement chaleureux, comme si elle s'était dit « Je sourirai jusqu'au bout, coûte que coûte ». Elle avait une attitude totalement hors norme dans le monde politique. Par exemple, au lieu d'assister à ces infects dîners de campagne et de prendre des bains de foule, elle s'asseyait dans un coin et lisait les mémoires de Gaulle en français. Il y a eu un article dans le magazine Time juste avant l'élection de Kennedy où l'on racontait qu'on l'avait vue danser pieds nus et en pantalon orange. J'ai lu ça toute gamine et je me suis dit, quelle femme formidable. Contre toute attente, le 9 novembre 1960, JFK remporte les élections contre Richard Nixon, malgré un score très serré. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. J'ai été impressionné par Jackie Kennedy dès la cérémonie d'investiture. J'avais la chance de me trouver dans la voiture qui précédait celle des Kennedy, dans la parade du Capitole à la Maison-Blanche, et je les voyais de très près. Ils saluaient la foule avec des sourires et des signes de la main tellement sympathiques qu'immédiatement j'ai eu l'impression de faire partie de la famille. Et le public a dû avoir le même sentiment. Il émanait d'eux une chaleur qu'aucun journaliste de ma génération n'avait jamais connue chez d'autres présidents.
Quand Jackie est devenue First Lady, elle m'a donné l'impression d'avoir signé un engagement. Elle n'avait peut-être pas aimé faire campagne, mais ce rôle de première dame d'Amérique l'intéressait. Elle était décidée à le jouer à fond et le mieux possible, mais à sa manière à elle, pas du tout comme les précédentes First Ladies. Ainsi, du jour au lendemain, Jackie passe du statut plutôt rébarbatif de femme de sénateur à celui de première dame d'Amérique. C'est dans ce nouvel emploi qu'elle va fasciner le monde entier. D'emblée, le pays se passionne pour cette femme à l'allure princière et pour son style très recherché. Jackie était la première épouse de président à être aussi jeune, belle, mince et à la pointe de la mode. Elle portait ce que beaucoup de femmes rêvaient de porter. Elle incarnait à la fois l'aristocratie américaine et la sophistication européenne. Et en plus, elle avait un teint diaphane, des cheveux très bruns, un visage expressif. Elle était photogénique. Pas étonnant qu'elle soit devenue aussi vite une icône. Propulsée sur le devant de la scène, elle va mettre un point d'honneur à soigner son allure. Elle se fournit dans les bonnes maisons de couture parisiennes, mais lance aussi un couturier américain. Oleg Cassini a travaillé à Hollywood, et c'est lui qui va l'aider à peaufiner son style. Il y avait quelque chose du sphinx dans l'expression de son visage. On aurait dit une princesse égyptienne. Elle avait les épaules larges comme les personnages des représentations hiéroglyphiques. Des épaules larges, des hanches minces et la taille longue et fine. Une fois établie cette comparaison avec la princesse égyptienne, j'avais un fil conducteur pour dessiner ses vêtements. Je n'avais qu'à m'inspirer de ce thème comme on s'inspire d'une histoire. Jackie a peut-être un profil classique, mais elle a en plus l'audace d'être différente. À une époque où toutes les Américaines portent des manteaux de fourrure et des voilettes, la nouvelle First Lady apparaît dans un tailleur beige tout simple, coiffée du fameux pillbox hat, le chapeau en forme de boîte à pilules dont elle lancera la mode. Elle cultive majestueusement son style. Et pendant les 1000 jours de son règne à la Maison-Blanche, les variations de sa garde-robe vont non seulement captiver les Américaines, mais faire date dans l'histoire de la mode. Si les Américaines se passionnaient à ce point pour les innovations vestimentaires de Jackie, c'est qu'enfin elles pouvaient prendre exemple sur quelqu'un qui avait un chic fou. Il ne faut pas oublier que, dans les années 50, l'Amérique du Nord était uniformisée, complètement dépourvue de style. Jackie arrive donc à point nommé. Les Américaines ont besoin de conseils pour devenir les femmes d'intérieur idéales, les épouses modèles de ces hommes qui sont le moteur de la prospérité économique. L'image de Jackie, magnifiée par les médias, va leur servir de référence. On la voit partout. À la télévision, où l'on peut désormais apprécier les couleurs de ses toilettes, dans les rubriques politiques aux côtés des grands de ce monde, et surtout sur les podiums des grands couturiers, puisque son style est devenu une mode. Les journalistes s'amusent de cet engouement pour la première dame d'Amérique. Certains vont jusqu'à dire qu'un rendez-vous pris par Madame Kennedy avec un couturier est un événement autrement plus important qu'une décision politique de son mari. Il est vrai qu'elles sont des millions à avoir adopté le style Jackie Kennedy. Robe trapèze, tailleur, petit chapeau plat et collier de perles. Madame Kennedy fait-elle une apparition en manteau de léopard? En quelques mois, la demande mondiale de peau de léopard augmente au point de menacer la survie de l'espèce. Elle ne commettait jamais la moindre faute de goût. C'en était écœurant pour les femmes de son entourage. On pouvait toujours essayer de nouer un foulard comme elle, ça ne donnait rien de bien. Il lui suffisait d'une ceinture et d'une écharpe pour donner à un pantalon et à une chemise à 3 francs 6 sous une allure incroyablement chic.
Jackie ne supportait pas l'à peu près, le manque d'élégance ou la négligence. Si elle avait tant de classe, ce n'était pas parce qu'elle possédait une garde-robe bien fournie, mais parce qu'elle ne faisait jamais de fausses notes. Entretenir cette image coûte très cher. En 1961, les dépenses de la First Lady dépassent le salaire de son mari, plus de 100 000 $ par an. Heureusement, Joe Kennedy, le père de John, est prêt à tout pour entretenir le mythe. C'est lui qui paye les factures. Moyennant quoi, le monde entier continue à aduler Jackie. Cette place de grande prêtresse de l'élégance ne l'empêche pas de jouer avec passion son rôle de mère. Caroline est née en 1957, et 3 ans plus tard arrive John Jr. Malgré toutes les péripéties de son existence, ses 2 enfants compteront toujours plus que tout au monde. Son mari et ses enfants passaient avant tout le reste. Elle faisait tout pour leur assurer sécurité, bonheur et confort. Elle veillait sur eux, les tenait à l'écart des curieux qui leur criaient « Caroline, viens ici, John, ici, John, comme on appelle un chien ?» Elle détestait ça. Alors elle sortait de la maison avec eux discrètement, une fois les badauds partis. La vie conjugale de Jackie est loin d'être aussi idyllique qu'on ne l'imagine. John Kennedy, on le sait maintenant, menait une vie très dissolue. Ses innombrables infidélités étaient soigneusement tenues secrètes, mais constituaient une humiliation permanente pour Jackie. Seulement, il ne fallait pas que ça se sache. Là encore, elle arrivait à donner le change. Sur la foi de l'image lisse et impeccable qu'elle affiche, le public continue à voir en elle une épouse et une mère parfaite, un modèle à suivre, jusque dans les détails les plus terre-à-terre. J'ouvrais des lettres pour elle disant « Tout le monde prétend que je vous ressemble trait pour trait, Madame Kennedy. J'ai exactement les mêmes cheveux que vous. Je voudrais savoir combien de bigoudis vous mettez la nuit. C'est bien 3 au milieu et 2 de chaque côté. Et est-ce que ça dérange le président, vos bigoudis ?» Des questions ahurissantes. Mais Jackie était une star et tout ce qu'elle faisait était forcément bien. Elle devient un idéal, une princesse. Pour la première fois, l'Amérique a une figure de proue qui montre comment s'habiller, comment recevoir, comment élever ses enfants et décorer son intérieur. Et quel intérieur! Les quelques 50 pièces de la Maison-Blanche sont dans un état de délabrement pitoyable lorsque le couple y emménage. Et non seulement Jackie entend la restaurer, mais elle veut en faire un musée du peuple américain. It just seemed to be such a shame when we came here to find hardly anything of the past in the house, hardly anything before 1902. Les portraits n'étaient même pas des originaux. Le mobilier se composait de copies début 19e. Il y avait très peu d'objets de valeur dans la maison. Et pour cause. Les locataires précédents, les Truman et les Eisenhower, avaient acheté tous leurs meubles dans des magasins de gros. Le mobilier ancien de la Maison-Blanche avait été relégué dans un entrepôt voisin. Elle a dit, il faut remplacer ce style petit bourgeois par quelque chose de beau. Versailles a su résister au temps. La Maison-Blanche devra faire de même. Jackie tenait beaucoup à faire les choses comme il fallait et à être bien conseillée. Elle a commencé par engager un conservateur à demeure. Il n'y en avait jamais eu. Jackie veut avant tout redonner grandeur et prestige aux pièces de réception de la Maison-Blanche. Elle confie cette tâche à Stéphane Boudin, un architecte d'intérieur connu pour les aménagements d'inspiration française qu'il a fait dans les plus somptueuses demeures du monde. En étudiant très précisément tous les détails sous la houlette de Boudin, elle transforme la Maison-Blanche en une splendide résidence où se mêlent les références à l'histoire de l'Amérique et le style français.
Jackie avait entendu dire que plusieurs toiles de Cézanne appartenant à la Maison-Blanche avaient été déposées ici, à la National Gallery. Elle est venue les réclamer. Le conservateur les avait réunis dans cette pièce sur des chevalets, en plaçant les meilleurs au fond, dans la pénombre. Naturellement, c'est sur celle-là qu'elle a jeté son dévolu. Elle a dit « Je vais prendre ça, ça et ça ». Jackie orchestre personnellement toute la restauration de la Maison-Blanche. Et lorsque le Congrès rechigne à voter la loi qui permettrait d'en faire un musée, elle use de son charme et obtient gain de cause. Jackie a passé des dizaines de coups de téléphone. De sa petite voix douce et feutrée, elle a convaincu tous les membres du Congrès, dont l'accord lui était indispensable. Elle a manœuvré entièrement seule. C'était en plus l'occasion de lever des fonds. Elle avait quelques amis richissimes qui ont été flattés et ravis d'y participer. Mon père s'est fait avoir. Il lui a donné un bureau ancien, un Daniel Webster, qui est encore à la Maison-Blanche, dans la salle à manger privée. La Maison-Blanche est maintenant digne d'accueillir les grandes réceptions présidentielles organisées de main de maître par Jackie. Elle, dont la vocation était tout sauf être une femme au foyer, la voilà devenue la plus célèbre hôtesse d'Amérique. Elle a dit « On va tout changer, à commencer par la nourriture. Il est grotesque de servir ce genre de choses à des chefs d'État et de leur faire manger des hamburgers. J'aurais un chef français. » Et l'un des plus renommés de l'époque, René Verdon. Je l'imagine très bien relevant ses manches, ôtant ses bijoux et déclarant « Commençons par le bœuf bourguignon. Les Américains ont besoin qu'on les sorte un peu de leur ignorance. » Fini les longues tables en U. Jackie installe ses hôtes à des tables rondes, plus commodes pour converser. Autre nouveauté, les invités ont le droit de fumer, de boire et de s'amuser dans une atmosphère sympathique et néanmoins raffinée. Du coup, il y avait une ambiance exquise avec un fond de musique douce. C'était plein de charme et de raffinement, c'était merveilleux. Nappes en lin jaune ou bleu, chandeliers, petits bouquets de fleurs. Les tables sont joliment dressées. À Paris, Jackie est tombée en extase devant des chaises en bambou doré. Elle veut les mêmes à la Maison-Blanche. En un mois, toutes les maîtresses de maison dans le vent abandonnent les traditionnelles nappes blanches pour adopter les nappes de couleur, les tables rondes et les chaises en bambou doré. Des couleurs dans la salle à manger, c'était du jamais vu. Les défenseurs de la tradition ont crié au scandale, c'est épouvantable. Mais non, c'était fantastique. Bonne chair, bon vin, bonne compagnie. Quand on avait une trentaine d'années, on avait envie de passer un bon moment dans une soirée sympathique, une grande fête où l'on s'amusait vraiment. Eh bien, c'était là-bas que ça se passait. On n'avait jamais vu une chose pareille à la Maison-Blanche. Pendant les 2 ans et demi qu'ils passeront à la Maison-Blanche, les Kennedy inviteront nombre de chefs d'État, mais aussi des écrivains, des danseurs, des musiciens mondialement célèbres. Entre une soirée avec Pablo Casals et un dîner avec 49 prix Nobel, la première dame d'Amérique fait du palais présidentiel une plaque tournante de l'art et de la culture. On y recevra même la Joconde, grâce à l'amitié qui lie Jackie Kennedy et André Malraux, alors ministre français de la Culture. Grâce aussi à la conviction de Jackie qu'un gouvernement a également pour tâche de promouvoir les arts. Cultivée et intellectuelle, mais sans ostentation, Jackie crée en Amérique une nouvelle image de la féminité, la brune brillante, en quelque sorte l'antithèse de la blonde brûlante. La sensualité de Jackie n'a rien à voir avec celle de la blonde sulfureuse au décolleté vertigineux, la ravissante idiote qui minaute comme une chatte. C'était ça, la féminité dans les années 50. Pour moi, Jackie a apporté un peu du charme existentialiste français à la féminité américaine, qui était beaucoup plus collée montée.
Quand je dis français, je ne pense pas à l'esprit de la haute couture, mais plutôt au côté français de Jean Seberg ou d'Audrey Hepburn dans Funny Face. Voilà 1000 jours que John Kennedy est président et que Jackie le seconde avec brio. Elle semble parfaitement maîtresse de son image et de sa destinée. Tout va basculer le 22 novembre 1963, lors d'une visite officielle à Dallas. Il faut imaginer l'horreur de cet instant où elle était assise dans la voiture, avec, pour ainsi dire, la cervelle de son mari sur les genoux. C'est stupéfiant qu'elle ait été capable de surmonter ça et de tenir pendant les jours suivants. Comment a-t-elle réussi à se ressaisir? Dieu seul le sait. Ça montre une fois de plus l'incroyable classe de cette femme. Les obsèques de Kennedy font partie des images les plus marquantes du siècle. Et là encore, ce qui frappe le monde entier et qui restera gravé dans les mémoires, c'est la souveraine dignité de Jackie. C'est elle qui a tout orchestré, avec son habituel souci du détail. Le cheval sans cavalier qui suit le cercueil est un rappel discret des funérailles d'Abraham Lincoln. Son grand voile noir est inspiré des toilettes portées par les veuves lors des funérailles royales en Europe. Et c'est conformément à la tradition méditerranéenne qu'elle a choisi de marcher derrière le cercueil tiré par des chevaux. Erect and proud, Mrs. Kennedy walks the 6 long blocks with firm step yet tearful eye. 250 000 personnes suivent le cortège funèbre. Une mise en scène grandiose, dans laquelle certains observateurs verront un moyen de prouver l'importance de Kennedy en tant que leader politique. Et Jackie s'y entend pour les mises en scène. C'est elle qui a fait répéter à John Jr. le dernier salut à son père. Et c'est elle qui allumera une flamme au cimetière d'Arlington. Encore une de ses initiatives. Inspirée, celle-là, de la flamme du soldat inconnu qu'elle a vu à Paris. Jackie avait compris que ces funérailles seraient un événement unique suivi par des millions de personnes. Il fallait les présenter comme un spectacle qui aurait la dignité, l'austérité et la cohérence d'une véritable mise en scène. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas bouleversée et que ce n'était pas la douleur qui l'animait dans tous ses calculs. Mais il fallait garder une certaine tenue. Ces images seraient retransmises à la télévision. Elles auraient un impact. Elles allaient entrer chez les gens et forcément influer sur leur comportement. C'était une autre façon de dire qu'il est essentiel d'avoir de la classe, qu'il faut savoir garder cette classe, même dans l'angoisse et l'adversité, que c'est important à cause de l'effet produit, que ce n'est pas uniquement une question d'étiquette. I want to take this opportunity to express my appreciation for the hundreds of thousands of messages, nearly 800,000 in all, which my children and I have received over the past few weeks. L'assassinat et les jours qui ont suivi ont permis de constater que Jackie Kennedy n'était pas seulement un modèle d'élégance et de bon goût qui faisait autorité. On découvrait en elle une force et une volonté que l'on n'avait pas soupçonnées. Et par la suite, on a bien vu que c'était là sa vraie personnalité et qu'elle lui permettait de reprendre sa vie en main. En 1967, les images de la guerre du Vietnam montrées à la télévision incitent beaucoup d'Américains à protester contre cette guerre. Jackie est du nombre.
Son beau-frère, Robert Kennedy, à son tour candidat à la présidence, axe toute sa campagne sur l'opposition à la guerre. Jackie le soutient ouvertement. Et cette prise de position politique contredit l'image dans laquelle l'Amérique veut la cantonner, celle de la veuve inconsolable et sublime. À partir de ce moment-là, chacun de ses actes est vu comme un manquement à son devoir de reprendre le flambeau. Et elle va faire figure de traîtresse à la mémoire de Kennedy. Tout le monde se demandait avec qui elle allait bien pouvoir se remarier, qui elle fréquentait, comment elle élevait ses enfants. Et là-dessus, il y a eu l'assassinat de Robert Kennedy. Je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a explosé. En 1968, elle fait scandale en décidant subitement d'épouser un vieil ami, le célèbre armateur grec Aristote Onassis. Onassis l'a acheté. Il fallait qu'elle s'en aille après l'assassinat. Mais sa décision de partir pour l'Europe était celle d'une mère soucieuse du bonheur de ses enfants qui veut assurer leur avenir et trouver assez d'argent pour le faire, car elle vivait sur un grand pied. Onassis avait certes beaucoup de charme, mais surtout, il était riche et puissant. Il était en mesure de la protéger, elle et ses enfants. Pour illustrer ce nouveau chapitre de sa vie, il reste les centaines de photos que Peter Bird a prises en Grèce de Jackie et Onassis. C'était un type formidable, si on le prenait tel qu'il était. Un fêtard, un renégat, un excentrique. Très primaire, mais d'une façon charmante. Il croyait par exemple que le but des impressionnistes était d'impressionner les gens. Dans la merveilleuse île de Scorpios et sur le yacht d'Onassis, le Christina, Jackie essaie d'oublier son passé. Elle avait des tas d'idées fantasques et espiègles. On s'amusait bien avec elle. Ses yeux pétillaient sans cesse. Elle organisait plein de choses, recevait beaucoup, était aux petits soins pour ses amis et ses invités, animait des discussions très ouvertes, et toujours avec ce goût exquis et ce sens de l'humour. La presse montre du doigt Jackie Onassis et sa frénésie dépensière. Il est vrai qu'elle fait payer à son richissime époux des factures assez astronomiques pour le faire pâlir. Pourtant, dans sa vie quotidienne, elle a adopté une simplicité sans précédent. Elle était devenue très bohème et très simple à bien des égards. Elle s'autorisait à être naturelle. Sur les photos qu'on a de Jackie à cette époque, elle portait presque toujours un sweatshirt rayé et un jean très moulant. Un genre d'élégance aristocratique, un style simple, classique, avec un léger laisser-aller. En fait, ça passait très bien parce qu'elle avait peu de poitrine. Si elle avait eu des seins énormes, ça aurait été vulgaire. Mais elle savait ce qui lui allait. L'élégance et le bon goût. Voilà une chose qu'elle va avoir du mal à imposer à son nouveau mari. Elle s'en aperçoit très vite. Comme chacun sait, les tabourets de bar de Christina étaient recouverts de peaux de testicules de baleine, chose que M. Onassis était fier de faire remarquer à ses invités. Et toutes les chambres étaient meublées dans un style pseudo-rococo, fin 19e, un peu comme dans les hôtels tape à l'œil. Et ça lui plaisait. C'était son chez lui. Il s'y sentait bien et n'aurait pas permis qu'on y change quoi que ce soit. Il était extraverti, manipulateur, paranoïaque. Et avant tout, c'était un homme d'affaires. Et souvent grossier, il faut bien le dire. Elle a fait de son mieux, mais ça n'a pas marché. Il ne pouvait pas être heureux avec elle. Il lui fallait une Maria Callas, une grecque comme lui. C'était un homme très intelligent, mais assez fruste. En 1975, Jackie est veuve pour la seconde fois. Onassis s'est éteint à l'âge de 75 ans. Ces dernières années avec lui ont été houleuses, tendues, mais son éducation lui interdit d'étaler les détails de sa vie en public. Dans une interview, elle se contente de déclarer « Aristote Onassis m'a secouru à un moment où ma vie était plongée dans l'ombre. Il a beaucoup compté pour moi.
Il m'a conduite dans un monde de bonheur et d'amour. New York, 1975. Jackie Kennedy Onassis entame le dernier chapitre de son existence. Une existence de veuve toujours digne et décente, mais néanmoins joyeuse. On la voit dans les meilleurs restaurants, dans les galas et aux premières des soirées théâtrales. Une femme superbe, toujours en galante compagnie, qui change souvent. Elle vit enfin sa vie de célibataire. Mais elle semble s'y perdre aussi. Dépourvue d'un objectif précis propre à canaliser son énergie, elle tourne en rond. Un jour, je lui ai dit, tu devrais réfléchir, tu as du talent. Toi qui as toujours aimé les livres, tu pourrais travailler dans une maison d'édition. Avec ses relations, elle n'aura aucun mal à trouver un travail. D'abord chez Viking Press, puis chez Doubleday à New York. Non qu'elle ait besoin d'argent. Elle a hérité de 26 millions de dollars à la mort d'Onassis. Mais il faut qu'elle se réinvente. Elle savait qu'elle pouvait faire sensation par son élégance et séduire n'importe qui avec son charme. Mais elle s'était toujours demandé si les gens l'appréciaient pour ce qu'elle était vraiment. Elle n'en a eu la preuve que sur le tard, quand elle s'est remise à travailler. C'est ainsi qu'à l'âge de 46 ans, Jackie devient un nouvel archétype américain. Une femme célibataire qui travaille et élève seule ses enfants. Jackie s'était toujours fixé un objectif. Elle en a trouvé un aussi dans cette dernière période de sa vie. On peut dire qu'elle était satisfaite. Étant donné son goût pour la littérature qu'elle a cultivé toute petite avec son grand-père, il ne lui faut pas longtemps pour faire ses preuves en tant que responsable d'édition. Le choix de ses auteurs est souvent judicieux et très éclectique. What really mattered to her was a kind of a personal, Ce qui lui importait par-dessus tout, c'était d'avoir une vie riche. Pas riche en termes d'argent, riche en termes de bons livres, de conversations intéressantes, d'amis sur qui on peut compter. J'ai été très impressionnée un jour où nous avions rendez-vous pour déjeuner de la voir arriver pieds nus dans ses mocassins, vêtue d'un pantalon et d'un vieux manteau de castor. C'est fantastique d'oser porter un manteau de castor vieux de 20 ans. C'est ce que j'appelle avoir du style. Pas le style américain, le style européen. Désormais, Jackie ne cherche à attirer l'attention que pour mettre sa notoriété au service de sa passion pour les monuments historiques. Par exemple, elle s'est mise en tête de sauver de la destruction la gare centrale de New York. Elle lance une grande campagne et arrive à ses fins. Ce qui lui tient peut-être le plus à cœur, ce sont les pages de l'histoire dans laquelle elle a été partie prenante. Elle fonde à Boston la bibliothèque John Kennedy, qui abrite aujourd'hui toutes les archives du gouvernement Kennedy. L'un des choix les plus heureux qu'elle fasse dans les dernières années de sa vie, c'est de prendre pour compagnon cet homme, Maurice Tempelsman. Ils ont le même âge et le même goût pour l'art et les plaisirs simples. Elle trouve avec lui l'équilibre qui lui a toujours manqué et un bonheur paisible. Elle avait connu toutes les richesses possibles, mais finalement, elle se rendait compte que ce qui lui convenait le mieux, c'était une vie simple. Au fond, elle a quitté le glamour et la beauté pour une relation difficile à comprendre peut-être, mais plus stable. Et elle était heureuse comme ça. En février 1994, Jackie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des glandes lymphatiques. Elle accepte cette fatalité avec son flegme habituel. Au fond, c'est un mal pour un bien, dit-elle, car j'ai l'impression de vivre une seconde vie. Je ris plus souvent et je profite bien mieux des choses. Elle s'éteint dans son appartement de New York le 19 mai 1994. Elle sera enterrée, selon sa volonté, aux côtés de John Kennedy au cimetière d'Arlington. Chaque année, 5 millions de visiteurs viennent se recueillir sur la tombe des Kennedy
où brûle encore la flamme allumée par Jackie. Ce que Jackie Kennedy nous a laissé en héritage, c'est son bon goût. Il n'y a pas d'autre mot. Ce bon goût était présent dans sa façon de s'habiller, dans les intérieurs qu'elle décorait, dans les soirées qu'elle organisait, mais surtout dans son comportement. Elle l'incarnait tout simplement. Elle le portait comme une aura. Elle était le symbole même du bon goût. On savait que ce qu'elle faisait était juste. C'est pourquoi on la prenait pour exemple. Je crois qu'elle a montré à des millions de gens comment il faut se comporter dans cette vie compliquée qui est la nôtre. Jackie a déclaré un jour: si l'on échoue avec ses enfants, tout ce que l'on peut réussir d'autre dans la vie ne compte guère. De ce point de vue encore, elle n'a rien eu à se reprocher. John Jr. fut rédacteur en chef d'un prestigieux magazine jusqu'à sa tragique disparition, en juillet 1999. Caroline est avocate, mariée et mère de 3 enfants. Quant à sa vie privée, Jackie l'a jalousement tenue aussi secrète que possible. Et peu avant de mourir, elle a brûlé toutes ses lettres et ses papiers personnels. Fidèle à elle-même, elle a effacé ses traces pour sauvegarder une fois encore sa dignité et emporter avec elle son mystère.